Salut et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Math en Asie. Aujourd'hui, nous allons parler des tensions autour de l'ISS, de nouvelles fusées expérimentales chinoises et taïwanaises, mais également d'un nouveau dispositif d'évitement de débris pour la station Tiangong, et bien plus. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer le rappel sur la prochaine vidéo de vendredi qui vous présentera la startup chinoise Landspace. Le lien est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Tout d'abord, un groupe de recherche composé d'étudiants en astronautique de l'Université Polytechnique du Nord-Ouest de la ville de Xi'an ont réussi un lancement d'essai de leur fusée au Kerolox à cycle combiné du nom de Feitian 1. Cette fusée expérimentale permet à ces étudiants de mener des recherches accompagnés de chercheurs autour des technologies aérospatiales. En soi, même si ce lancement peut être insignifiant pour certains, les programmes de recherche et d'éducation de ce type permettent de créer un collectif solide qui pourrait se lancer dans l'industrie des lanceurs d'ici quelques années, à l'instar de Landspace, qui a été créé par un groupe d'étudiants et de professeurs de l'université de Tsinghua. Mais pendant ce temps dans l'espace, cela fait un mois que l'équipage Changzhou 14 est à bord de la station Tiangong. Depuis leur arrivée, les 3 Daikonautes ont rangé et nettoyé la station, tout en remettant certains équipements en route, suite au départ de Changzhou 13. Lors de ces dernières semaines, la communication n'a pas été très poussée autour des expériences scientifiques menées à bord, mais on devrait bientôt en savoir plus fin juillet, car une visioconférence des taïkonautes sera retransmise à la télévision. Du côté du vaisseau Tianzhou 3, qui est toujours amarré à la CSS, le CMSIO nous a partagé que le cargo a effectué des tâches précises en orbite. En effet, le vaisseau sera équipé d'un dispositif expérimental lié aux recherches et aux essais d'une technologie de détection et de reconnaissance de débris en orbite. Ainsi, le dispositif a comme objectif de déterminer grâce à la vidéo et à une intelligence artificielle l'orbite et divers paramètres de débris spatiaux pouvant être à proximité du véhicule. Dans le futur, si cette technologie est validée, on pourrait la voir sur la station Tiangong avec un système autonome d'évitement de débris, ce qui serait un énorme bonus pour la sécurité de la CSS et des équipages. Néanmoins, le vaisseau cargo va se séparer de la station très prochainement pour se désintégrer dans l'atmosphère, vu que le lancement de Wentian arrive à grands pas et que le module a ainsi besoin du point d'amarrage où Changzhou est actuellement. Pas très loin de l'ère de lancement de la Longue Marche 5B qui lancera Wentian, la Chine a officialisé le début de la construction d'un nouveau complexe de lancement commercial en posant la première pierre le 6 juillet 2022. Ces infrastructures permettront aux entreprises privées de lancer leurs véhicules depuis l'île de Hainan au sud de la Chine, et nous savons également que le nouveau bâtiment d'assemblage pour les Longues Marches 8 est en cours de construction depuis mi-juin. En parlant d'entreprises privées, après le vol d'1 km de son prototype Nebula M, la startup Deep Blue Aerospace a effectué 5 essais à chaud sur son moteur au méthane du nom de Thunder 1. Donc ce moteur sera assigné à la famille de lanceurs Nebula. Nebula 1 ne sera pas réutilisable, par contre Nebula 2 sera un lanceur utilisable dont le premier étage reviendra sur Terre. Dans un second temps, l'entreprise Diundian a effectué un essai d'allumage à chaud d'une durée de 200 secondes sur son moteur réutilisable au méthane du nom de Longyun, qui développe 70 tonnes de poussée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise commercialise des moteurs qu'elle vend ensuite à d'autres entreprises, et par exemple l'entreprise RocketPie se fournit chez eux, donc la nouvelle offre de moteurs réutilisables va certainement intéresser cette startup qui développe aujourd'hui une capsule destinée à des expériences de biologie en 0G. Tout en restant en 0G, la SAST, une filiale de la Casque, nous a annoncé que la Longue Marche 2D, lancée le 23 juin, était équipée d'un système plutôt particulier. En effet, l'adaptateur de charge utile du lanceur est équipé actuellement d'un dispositif de désorbitation de débris, composé notamment d'une voile solaire de 25 mètres carrés. En temps normal, ce débris met une dizaine voire une vingtaine d'années pour retomber sur Terre où il se désintègre dans l'atmosphère, mais grâce à ce dispositif, les équipes au sol ont la possibilité de traquer le débris tout en réduisant sa période de désorbitation à 2 ans. Ainsi, l'enjeu de cette amélioration est de réduire la durée de vie de ce type de déchets en orbite, vu que le seul rôle d'un adaptateur est de regrouper les diverses charges utiles après sa séparation avec le dernier étage du lanceur. Alors même si c'est rien, ce nouveau dispositif est quand même très intéressant pour désorbiter ce type de déchets. Nous avons enfin des nouvelles du rover lunaire Yutu 2. En effet, la CNSA nous a informé que l'astromobile a terminé son 44e jour d'exploration sur la face cachée de la Lune le 5 juillet, tout en atteignant un total de 1239,88 mètres parcouru. De plus, le rover est repassé en mode veille le 6 juillet. Et ce qui reste vraiment impressionnant avec ce rover, c'est que malgré ses multiples veilles vu la faible exposition de la face cachée au soleil, eh bien la batterie de Yutu 2 tient bien la route alors qu'il est sur la Lune depuis janvier 2019. Pour terminer sur la Chine continentale, les autorités ont annoncé qu'elles lanceront le télescope spatial solaire ASOS en octobre. D'une masse de 888 kg, il fonctionnera sur une orbite héliosynchrone de 720 km
et il transportera 3 outils majeurs dont un imageur magnétique, un télescope Lyman Alpha et un imageur solaire à rayons X. Dans un second temps, le voisin taïwanais s'apprête à investir de plus en plus dans le spatial. En effet, le 10 juillet, le Centre de recherche avancé sur les fusées de Taïwan a lancé sa fusée expérimentale hybride du nom de HTTP-3A. Son but était de tester les technologies nécessaires à la mise en orbite de satellites. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fusée-sonde a atteint une altitude de 10 km, alors que l'objectif fixé était de 12 km d'altitude. Par ailleurs, cet essai a permis de récolter des données précieuses pour le futur de ce programme gouvernemental. Ainsi, le prochain objectif sera d'effectuer un vol de 100 km d'altitude avant de développer le lanceur final qui devra placer une charge utile en orbite. Du côté de l'ISS, les tensions sont en pleine escalade. En effet, l'équipage russe a sorti des drapeaux des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk le 4 juillet pour le jour de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, ce qui n'a pas plu à la NASA et à ses partenaires. Selon la NASA, la politique sur l'ISS n'a pas sa place. Mais finalement, cette déclaration reste plutôt osée, vu que l'amendement américain Wolf est un acte purement politique pour bannir la Chine autour du projet ISS. Mais au fond, la Station spatiale internationale est politisée depuis plusieurs années. Par exemple, les promesses de certaines agences d'envoyer des astronautes provenant d'alliés stratégiques, mais en retard dans l'industrie spatiale, est en soi une affaire de politique qui touche, entre guillemets, le bloc occidental comme le bloc russe. Par ailleurs, depuis sa création, l'ISS est vu comme un symbole de paix. Alors il est vrai que les membres d'équipage cultivent la paix via la coopération et l'amitié, néanmoins les dirigeants et les politiques sur Terre n'adoptent pas tout le temps cette vision de la paix. En somme, c'est un sujet très complexe, mais cette opération qui a été menée par les cosmonautes est un produit pur de Moscou qui voulait juste provoquer les États-Unis, à mon avis. En tout cas, dans une période de négociation autour de l'échange des sièges Soyuz Crew Dragon, cette affaire risque d'impacter négativement la coopération au sol autour des lancements. Pour rebondir sur un nouveau lancement, le 7 juillet, Roscosmos a lancé avec succès un satellite GLONASS-K via Soyuz 2-1B depuis le site de lancement de Pletsk. GLONASS est une constellation orbitale du système de navigation par satellite, en gros c'est le GPS russe, et actuellement la constellation compte désormais 25 satellites en orbite, dont 2 de nouvelle génération GLONASS-K et 3 autres en cours de maintenance. Au centre de Baïkonour, les équipes de production ont reçu le vaisseau cargo MS-23 dont le lancement est prévu au mois de mars 2023. Le personnel va préparer le vaisseau pour la mission avant de l'intégrer au lanceur d'ici quelques mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.